Il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet. C'est la première fois que vous avez la vidéo dans le saut à Bonneau. Des pièces que les choses sont scrutées au regard de la loi pour rendre un jugement digne pour le peuple. Et les 57 millions jusque-là. Mais écoutez, je pense qu'il faut regarder, il faut regarder du côté de la justice et savoir comment est-ce que les choses sont orientées pour savoir si confirmation il y a eu réellement de la disparition de ces 57 millions et si cela est parti dans quelle direction. Alors, parlons certainement de l'agression rwandaise, mais on a vu déjà ici à Kinshasa des brigades d'un parti politique s'attaquer à toutes les personnes qui ont des fasciés qui s'apparentent aux Tutsis. Jusque-là, on n'a pas vu Thierry Moussenet pour condamner. Mon cher ami, moi je ne peux pas me permettre de me lancer dans cette bataille-là parce que ça va servir l'ennemi. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons dans notre pays des frères et des sœurs qui sont d'origine Tutsi. Nous avons des familles, nous avons des personnalités qui sont de cette origine-là. Il ne faut pas que nous puissions les ostraciser parce que il y a un Paul Kagame qui, avec son régime, est en train d'attaquer notre pays depuis des années. Ça n'a rien à voir. Vous savez, les Européens ont fait un effort de ne pas lier à la fois les Allemands et le parti nazi de Hitler. Il ne faut pas que l'on puisse confondre les choses. Et aujourd'hui, tous ceux qui rêvent et calculent de balkaniser notre pays nous attendent dans ce piège-là. C'est-à-dire que si aujourd'hui nous osons rentrer dans cette stigmatisation de faciès, cela va donner un argumentaire pour les personnes qui aujourd'hui veulent balkaniser notre pays et créer une zone qui sera contrôlée par certaines puissances. Nous ne pouvons pas accepter ça. Mais curieusement, et j'appuie la police et la justice qui ont réprimandé ces personnes qui ont osé aller sur ce terrain-là. C'est un très mauvais terrain, c'est un terrain très dangereux qui peut coûter cher à la République. Voilà, mais on parle maintenant de la diplomatie congolaise. On attendait à ce que l'M23 soit traité des terroristes au niveau international. On attendait une condamnation unanime de la communauté internationale face au Rwanda, mais jusque-là, rien n'a été fait. Est-ce que nous avons une diplomatie faible? Pas du tout, M. Jean-David, mais pour que nous puissions comprendre cette diplomatie et les grande réalisation de cette diplomatie du président de la République, il faudrait d'abord qu'on puisse maîtriser la genèse de ce dossier qui concerne l'Est de notre pays. Si vous pouvez me laisser quelques minutes pour vous expliquer ce dossier, d'après mon entendement. C'est-à-dire qu'il y a trois responsabilités dans ce dossier. Il y a une responsabilité de la communauté internationale, il y a une responsabilité du Rwanda, c'est-à-dire de Paul Kagame et de son régime, et il y a une responsabilité de l'élite congolaise. La responsabilité de la communauté internationale se situe à quel niveau? Vous savez qu'en 1994, lorsqu'il arrive le génocide rwandais, il y a plus de 2 millions de personnes qui sont entrées dans le Zaïre, c'est-à-dire notre pays aujourd'hui, qui à l'époque c'était le Zaïre. Ces 2 millions de personnes étaient aussi en partie composées des anciens FDLR qui ont commis des exactions contre les populations Tutsi au Rwanda. Il s'est fait que, lorsque ces réfugiés sont entrés ici, le gouvernement zaïrois de l'époque, c'était le gouvernement Kengo, avec le ministre des Affaires étrangères Kabanda Okamanda et le conseil spécial du président Rwanda, ont entamé des pourparlers avec les Nations Unies pour le rapatriement de ces réfugiés une fois que le régime du président Paul Kagame et du pasteur Bizimungu à l'époque avait pris les rênes du pouvoir. Mais comprenez qu'il y a eu un refus de l'époque par le vice-président Kagame qui a refusé à ce que ces réfugiés, il a court-circuité toutes les opportunités qu'il y avait pour que ces personnes puissent rentrer au Rwanda. C'est plus tard qu'on comprendra que c'était une tactique pour permettre l'invasion de la RDC en 1997.
Lorsqu'il y a eu cette invasion en 1997, il y a eu énormément de tueries de certains Rwandais sur le sol congolais. Mais la raison était qu'il fallait traquer les FDLR qui étaient les génocidaires d'hier. Mais ce qui se cache derrière tout ça, c'est que le calcul d'une certaine communauté internationale, de certaines grandes firmes, c'était de mettre la main sur les minerais de la RDC. Ce qui explique que lorsque la rébellion de l'AFDEL était en train d'avancer, il y a eu des contrats miniers qui ont été signés. Et là, on parle d'une rébellion qui n'avait pas encore atteint Kinshasa. Contrat minier. Près de 80 contrats ont été signés, dont le contrat qui a fait trop parler, c'est celui de American Mineral Field, qui est tenu, qui à l'époque était coté à la bourse de Toronto et tenu par Jean-Raymond Bouboul, qui est proche, Jean-Raymond Boule, qui est proche de Clinton à l'époque. Ce qui explique que lorsque Mouzé finalement atteint Kinshasa avec les troupes rwandaises et après avoir signé tous ces contrats, il se rend compte que finalement c'était les contrats léonins qui étaient en train de piller la République et que les Rwandais étaient en train de stigmatiser les populations congolaises et de prendre l'appareil de l'État en otage. Rappelez-vous qu'on avait un chef d'état-major général ici, James Kaberebe, qui était un Rwandais, aide de camp à l'époque du vice-président Paul Kagame. Ce qui explique la première infiltration, parce que quand vous avez un chef d'état-major et des services de sécurité étrangers qui viennent chez vous, ils vous laissent désinfiltrer. C'est la première infiltration. Mouzé rompt tous ces contrats-là, c'est ce qui donne la colère de toutes ces grandes firmes, et c'est là que va commencer la deuxième guerre mondiale d'Afrique. On parle de deuxième guerre mondiale d'Afrique puisqu'il y a eu près de 8 armées qui se sont battues sur le territoire congolais. D'une part, certains pays alliés qui défendaient le gouvernement de Laurent Désiré Kabila et d'autre part, les appuis du Rwanda, notamment l'Ouganda. Et la communauté internationale était où pendant tout ce temps? Elle observe. Ce qui explique même que lorsqu'il y a eu une expédition punitive que le Rwanda organise à Kitona pour essayer de retourner les militaires ex-phase qui étaient cantonnés pour un séminaire idéologique, l'armée angolaise et l'armée de Mouzé Laurent Désiré Kabila les attaquent, ils les prennent en étau. Comment est-ce qu'ils ont trouvé un couloir de sortie? C'est parce que la Condoleezza Rice a demandé instamment à l'ambassadeur de l'Angola et du Zimbabwe qui se trouvait aux Nations Unies de pouvoir donner un sauf-conduit à James Kabarebe et sa bande. Donc vous voyez la complicité de la communauté internationale à ce niveau-là. On se souviendra même que lorsque le ministre des Affaires étrangères congolais à l'époque, Abdoulaye Yero Ndombasi, a demandé aux Nations Unies à ce qu'il y ait une intervention de la communauté internationale et qu'il a pointé les Tutsis du Rwanda derrière Kagame qui pillait notre pays, Condoleezza Rice a dit qu'il n'en était pas question. Et elle tenait aux Tutsis comme à la prunelle de ses yeux. Vous voyez jusqu'à quel niveau se trouve le cynisme de cette communauté internationale. On se souviendra même d'un grand journaliste du New York Times qui a couvert les événements ici dans les Grands Lacs, qui a très bien stipulé que le Rwanda et l'Ouganda, dans un de ses articles, il a stipulé que le Rwanda et l'Ouganda étaient des vrais sous-fifres des Américains et de certaines firmes anglo-saxonnes pour permettre à ce qu'ils puissent mettre la main sur les minerais de la RDC. On a même parlé d'une colonisation de proximité. Alors, au-delà de cela, on se souviendra même de la parole d'un grand ambassadeur du Ghana aux Nations Unies qui a dit que les Occidentaux cherchent à avoir en RDC, par le dialogue et la diplomatie, ce qu'ils n'ont pas pu avoir par la guerre. Et on comprendra pourquoi finalement on a imposé à Joseph Kabila, fraîchement arrivé au pouvoir, des accords à Sun City qui intégraient, qui donnaient le droit de passage à une intégration des armées rebelles qui étaient totalement infiltrées par les services secrets rwandais et ougandais. C'est comme ça qu'on a retrouvé dans nos rangs des officiers comme Bosco Taganda, qui a été arrêté à la CPI et qui a même demandé d'être jugé en Kinyarwanda, puisque c'est sa langue maternelle. Il y a des Sultani Makenga, des Kunda Batware. Voilà ce que la communauté internationale a imposé à notre pays. Et tous ces gens-là, tous ces militaires, et où est la responsabilité du Rwanda dans tout ça? Voilà. La responsabilité du Rwanda, c'est dans le pillage des ressources de la RDC. Parce qu'écoutez, nous avons la mauvaise habitude de suivre les médias francophones, France 24, RFI.
Mais il faut suivre TV5, mais il faut suivre les médias anglophones et comprendre ce qu'ils disent du régime de Paul Kagame. C'est un régime dictatorial et le Rwanda est un pays pauvre. Ce n'est pas le miracle qui nous est peint par France 24 et tout consort. Puisque si les médias francophones peignent le Rwanda comme ça, c'est pour se laver de ce que le Rwanda les accuse dans l'opération turquoise. Mais les médias anglophones disent quoi? Ils disent que le Rwanda ne vit principalement que par l'aide internationale qui appuie son budget de 40%, mais aussi par le piège. Et c'est là où réellement le M23 est tombé dans le piège, parce qu'aujourd'hui, ils sont taxés comme groupe terroriste. Alors, face à tout cela, moi je me dis que nous les Congolais, nous devons cesser de continuer à croire en une communauté internationale qui joue un double jeu. Nous devons nous contenter d'abord de notre propre opinion. Quelle est notre opinion? Nous sommes convaincus qu'il y a un plan pour balkaniser le Congo. Et que le bras séculier qui est utilisé pour ce plan, c'est le Rwanda. Et le Rwanda utilise ces sous-fifres qui sont aujourd'hui le M23, hier le CNDP et ainsi de suite. Nous avons compris cela et nous n'avons plus en ce moment besoin de l'opinion de qui que ce soit parce que la nôtre nous suffit. Alors il faut qu'on se mobilise en interne. D'une part sur le plan politique en étant derrière le président de la République, notre armée et les institutions. D'autre part en demandant à nos institutions, notamment au gouvernement, de donner suffisamment de moyens à notre armée. Et finalement à nos populations de nous mobiliser comme un seul homme. Parce que si depuis 1997, tous ces plans ont échoué, c'est grâce à la mobilisation de notre peuple. Et pour moi ici l'occasion de saluer ce peuple, le peuple congolais, celui de l'Est et celui de l'Ouest, qui, unis comme un seul homme en ce qui concerne le territoire national, n'accepte aucune compromission. Et cela est très important dans la mesure où nous constatons une complicité d'une certaine communauté internationale derrière tout ce qui se passe comme mélodrame dans l'histoire de notre pays. Dans votre exposé, vous avez parlé de l'embargo. Existe-t-il vraiment l'embargo? En fait, l'embargo a été allégé, dans la mesure où on permet certes à la RDC d'acheter les armes, mais avec une clause qui demande à ce que les armes qui sont envoyées ou livrées à la RDC puissent être identifiées et répertoriées, et cette liste envoyée au comité d'experts des Nations Unies pour permettre à ce qu'ils puissent faire une traçabilité des armes qui rentrent en République démocratique du Congo. Mais sachez que sur le plan tactique, c'est un danger parce que nous avons aujourd'hui des preuves documentées que certains membres de ces groupes d'experts et même certains membres de la communauté internationale participent à cette déstabilisation de notre pays. Et qu'aujourd'hui, leur fournir ainsi la liste des acquisitions militaires et de défense de notre pays est une grave situation sur le plan tactique et sur le plan sécuritaire que nous ne pouvons plus accepter. Et cela viole notre souveraineté en tant que pays. Nous avons le droit d'acheter les armes, surtout que nous sommes aujourd'hui agressés. Nous ne faisons pas face à une rébellion classique, nous faisons face à une agression. Les preuves ne font que s'accumuler du jour au jour. Alors, notre diplomatie, vous trouvez que les résultats sont probants? Bien entendu, puisque au-delà de la question de la guerre, il ne faut pas oublier qu'il y avait une autre question beaucoup plus cruciale. C'est la question de nos relations avec les partenaires bilatéraux, notamment avec le FMI et la Banque mondiale. Aujourd'hui, nous saluons le retour de ce partenariat qui a permis notamment à ce que nous puissions avoir une balance de paiement importante après le grand fléau de la Covid-19 qui a causé des inflations dans plusieurs pays. Mais nous avons, certes, grâce à une orthodoxie financière qui a été imposée dans la gestion du trésor public, ça il faut saluer l'œuvre portée par l'IGF, le ministre de Finances. Et au-delà de cela aussi, il y a ces projets qui sont appuyés par la BAD, par la Banque mondiale. Récemment, le ministre des Finances venait de signer avec le Fonds monétaire international un contrat de plus de 200 millions pour 2 projets importants. Donc lorsque vous voyez toutes ces réalisations, on se dit c'est vrai que dans le concours de nations, la RDC a repris sa place. Maintenant, il faut qu'au-delà de cette reprise de place, nous puissions imposer notre vision en ce qui concerne notre pays. Nous devons refuser de continuer à vivre avec des partenaires qui sont hypocrites. On ne peut pas accepter que la MONUSCO, qui est toujours là, qui a des possibilités tactiques, matérielles et logistiques assez suffisantes pour mieux aider les FARDC, continue à faire du tourisme. C'est vrai qu'ils ont un apport important, d'après ce que nous avons comme renseignement. Mais au-delà de cela,
nous condamnons le fait qu'il joue au chat et à la souris en ce qui concerne certaines questions. Mais c'est exemple, comme aussi l'Ouganda aussi qui fait ses doubles jeux. Tantôt il est avec la RDC, tantôt il est avec le Rwanda. Bon, écoutez, il faut voir l'Ouganda au regard de son gouvernement. Le gouvernement ougandais est avec la RDC. S'il y a certains individus en Ouganda qui ont des postures individuelles, qui sont pro-rwandais ou pro-je ne sais qui, c'est leur affaire. Mais nous traitons de gouvernement à gouvernement. Nous n'allons pas suivre les propos des individus pour en faire des positions gouvernementales. Alors, quid du déploiement de la force régionale? Cette force régionale, vous savez que c'est... Justement, je pense qu'elle est importante. Elle est importante dans la mesure où je vous ai expliqué les vagues successives qui ont permis à ce que le charançon soit dans le fruit. Ces vagues de brassage, mixage de ces groupes rebelles qui étaient suffisamment infiltrés par les forces rwandaises et ougandaises, qui aujourd'hui ont emmené le charançon dans notre armée, bien sûr qui sont en train d'être extirpés au fur et à mesure, ne sont pas d'ordre à pouvoir rassurer la population. Donc sur le plan tactique, nous avons une armée qui est en pleine réforme. Nous avons des brigades qui sont revenues récemment du Gabon, notamment où ils ont subi des formations du Maroc, du Maroc aussi, et d'autres qui viendront d'Israël. Nous avons des nouvelles recrues qui sont en train d'entrer dans les rangs de l'armée. Nous avons un travail de fond qui est en train d'être fait par le ministre de la Défense. Tout cela va permettre à ce que nous puissions avoir une armée de plus en plus aguerrie. Et les résultats sont en train d'être palpables sur le terrain tactique, où on voit que l'ennemi est en train d'avoir des difficultés à avancer. C'est pas encore un autre problème là. On Justement. a connu et aujourd'hui, d'interventions. non mais écoutez, ni était l'intervention africaine entre 98 et 2001, le pays allait partir, mon cher ami. Si nos frères angolais d'à côté ne nous avaient pas aidés lorsqu'il y a eu cette expédition du RCD en 98 ici à Kitona, qui ont même coupé l'électricité de la SNEL, mais Kinshasa allait être pris et nous serions rentrés dans les bottes de ces génocidaires, puisqu'ils ont commis réellement un génocide en RDC. C'est comme ça que moi et certaines élites de notre pays, nous prônons pour que chaque 2 août, c'est-à-dire le début de cette deuxième guerre mondiale d'Afrique, qui a occasionné la mort de plus de 6 millions de Congolais, soit considéré comme la date du génocide congolais, puisque c'était un moyen pour éliminer les Congolais afin d'occuper notre espace géographique. Bon, cela voilà, est documenté. Tous ces pays-là, lorsque vous prenez le Soudan du Sud, ils ont des rebelles ici au Congo. Vous prenez le Burundi, ils ont des rebelles ici au Congo. L'Ouganda, les rebelles. Le Rwanda, les rebelles. Sauf peut-être la Tanzanie, le Kenya. Alors, vous ne pouvez pas que la force régionale ne pourra pas résoudre cette question sécuritaire. Non, ça pourra résoudre, parce qu'écoutez, je vous ai dit que le problème de la RDC est aussi un problème de responsabilité de la communauté internationale. Parce que ce que les gens ont tendance à oublier, c'est que lorsque Yoweri Museveni fait sa rébellion, il chasse un président qui était au pouvoir. Les proches de ce président-là se sont constitués en rébellion qu'on appelle aujourd'hui ADF et qui sont dans notre territoire depuis plusieurs décennies. Lorsque le président Habyarimana meurt lors de l'attentat qu'il y a eu en 1994, il meurt avec le président burundais. Cela a occasionné aussi un génocide au Burundi que les gens dont la communauté internationale n'en parle pas. Et la plupart de ceux qui étaient proches de ce président burundais qui a été assassiné ensemble avec le président Juvenal Habyarimana se sont retrouvés sur le territoire congolais, comme réfugiés d'abord, mais ensuite qui sont devenus des rebelles. Lorsque vous voyez ce qui est arrivé au Rwanda, je vous ai parlé de 2 millions de populations de personnes qui sont venues sur notre territoire au lendemain de l'attentat et lorsque le génocide a commencé. Parmi ces personnes, il y avait des anciens de l'armée du Rwanda, du FPR. Et aujourd'hui, toutes ces forces négatives pilulent l'Est de notre pays. Cela n'exclut pas la responsabilité de gouvernance de notre pays, où nous avons failli à sécuriser la grande partie de notre pays, partant du corridor nord jusque dans le Grand Est. Ça, c'est une responsabilité congolaise. Je vous ai dit que l'élite, une partie de l'élite congolaise n'est pas à exclure dans cette responsabilité de déstabilisation de notre pays. Mais lorsque vous prenez en compte tous ces éléments, il est important que nous puissions aussi résoudre cela par le truchement de cette communauté internationale, mais cette fois-ci exclusivement africaine, qui va permettre à ce qu'il y ait une force neutre qui soit installée pour traquer ces bandits. Mais ensemble, déjà là, il y a un problème. Le chef d'État, il dit qu'il a obtenu
les retraits du Rwanda, mais ce n'est pas le cas avec l'Ouganda. L'Ouganda veut que tout le 7 pays soit dans cette force. Non, il s'agit de notre pays, mon cher ami. Il s'agit de notre pays. Je peux vous rappeler qu'ici, si la MONUSCO est arrivée, à l'époque MONUC s'est déployée dans notre pays, c'est à la demande du gouvernement de Laurent Désiré Kabila. Donc aucune force ne peut se déployer dans un pays sans que le gouvernement central responsable puisse l'accepter. Donc si notre pays, tel que l'a signifié le président de la République, dit non au Rwanda, sachez que le Rwanda ne va pas participer. Sinon on n'acceptera pas cette force. Encore que notre armée se débrouille beaucoup mieux que hier. Nous avons des résultats très palpables. Ok, merci beaucoup. Monsieur Thierry Moussenepo, un mot par rapport au dossier des rebelles où le travail abattu par Kalev Mutondo, reconnu par le gouvernement congolais. Mais écoutez, il faut savoir que toutes ces personnes, que ce soit Kalev Mutondo, quoi qu'il ait des choses que la justice serait en train de lui reprocher, ont été des fonctionnaires de l'État. C'est des Congolais. Ils ont eu à émettre des avis à l'aune de leur responsabilité étatique. Donc il faut savoir qu'au-delà de ce que lui a fait, il y a d'autres qui ont fait des travaux remarquables. En l'occurrence, l'actuel AG de l'ANER, qui à l'époque aussi était dans les services et qui a fait un rapport méticuleux en ce qui concerne la situation de l'Est de notre pays. Il y en a plusieurs des Congolais comme ça qui ont stigmatisé ce mal profond. Merci beaucoup. Voilà, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Il est en train de déstabiliser les provinces. Makambo Kisasa est tambola kawa, bango bayebi na monte. Yo ça va pour la Kisasa, pour le 15 000 followers. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet. Biloko ezobana monoko bato ekotalisa yo, bato ya motindo oyo baokamba mboka. C'est la première fois que vous avez une vidéo na biso abonné.